Pour la dernière présentation de la journée, Alberto Freitas, qui est actuellement lecteur d'espagnol à l'Université de Tours et doctorant au sein du groupe de recherche L'Île-de-l'Enex de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria. Il prépare, donc va nous présenter il prépare une thèse de doctorat en littérature française sur le sublime. Son parcours académique à cheval entre la France et l'Espagne l'a conduit à s'intéresser principalement à la littérature française du XIXe siècle, notamment romantique et fantastique, ainsi qu'à la dialectique des langues, donc français langue étrangère et espagnol langue étrangère. Alors j'espère qu'il n'y aura aucun souci d'ordre technique, puisque j'ai essayé de transférer. Bien, tout d'abord, bonjour, je suis vraiment ravi de pouvoir m'écouter parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à dire aussi que je suis profondément honoré de pouvoir clore la journée d'aujourd'hui ici. Alors, je voudrais tout d'abord profiter de ces premiers instants de mon intervention pour remercier très chaleureusement le comité d'organisation de cette journée d'études pour leur efficace gestion et pour tout ce travail derrière les coulisses, qui nous a permis d'assister à ce bel éventail de communication, tout est d'une excellente qualité et qui montre ô combien l'œuvre de Tolkien est riche. Alors, avant de commencer, je vais devoir préciser que je ne suis pas du tout un spécialiste de Tolkien, mais en tant que chercheur de littérature, j'espère pouvoir être à la hauteur et de manière très humble, voilà, vous donner peut-être d'autres perspectives pour l'analyse cinématographique de ces adaptations de la main de Peter Jackson. Ainsi, puisque j'ai grandi en Espagne, j'ai vu les films d'abord en espagnol, j'ai lu les films en espagnol et puis en anglais. Si jamais je prononce, voilà, avec une prononciation un peu à pas tardive du point de vue d'un français, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Bien, pour commencer mon intervention, je vais me permettre d'évoquer un souvenir d'enfance. Lorsque les films de Peter Jackson sortaient au cinéma, je n'avais que 8 ans. Et j'ai garde un souvenir très clair et très net de l'expérience que fut le visionnage de la bataille de Champ du Pelennor. Ce jour-là, ces scènes m'ont ému, bouleversé, stupéfié et m'ont fait frémir. J'ai pleuré. J'ai eu le vertige. Bref, un amalgame d'émotions et des sensations que j'étais incapable ni de contenir, ni de maîtriser. J'étais captif. Ces dernières années, cherchant à me délecter de chef avec ces scènes, j'ai constaté que cet amalgame n'était pas exclusif à moi. Il était partagé par un public dont la taille est du moins considérable, compte tenu de l'ample diffusion et du succès de cette adaptation cinématographique. À cet égard, il m'a été possible de constater qu'il régnait une sorte d'unanimité autour de ces moments précis de l'adaptation cinématographique, et en parcourant Internet, notamment YouTube, des commentaires tels que « J'ai des frissons et j'ai limite envie de pleurer lorsque je la regarde ». Cette scène en question. This scene releases without a doubt the most emotional boost in me when I see this. I don't understand why, but I start to cry when I see this scene. 11 years after, I still get goosebumps. ¿Por qué lloro cada vez que veo esta scène? Donc, on voit bien que malgré la différence d'origine, des langues, cultures, il semble régner cet accord commun esthétique. Bon voilà, ça c'est pour n'en citer que quelques-uns de ces commentaires qui accumulent des milliers de likes. Mais au fur et à mesure que j'avançais avec mon projet de thèse sur le sublime, disons qu'une sorte d'arrière-pensée m'incitait à analyser les mécanismes qui régissent ces principes d'accord commun esthétique. C'est dans ces circonstances que mon hypothèse pour cette communication s'est peu à peu profilée. Cette scène est sublime. Donc, au cours de cette communication, que j'ai divisée en 3 parties, je vais tout d'abord en présenter de manière très brève, je vous le promets, quelques théories du sublime, et puis je passerai à l'analyse filmique.
toujours en essayant de faire cette triangulation entre le film, le livre et les différentes théories. Et puis, à la mesure du possible, ici de manière très humble, je vais essayer de peut-être évoquer quelques perspectives qui me semblent intéressantes. Donc, les questions qui guident mon raisonnement sont les suivantes. Pourquoi cette scène est-elle si captivante? Et dans quelle mesure peut-on la qualifier de sublime? Bien, comme je viens de vous le dire, voici le plan de mon exposé. Je me contenterai de seulement évoquer les théories des Langevin, de Burke et des Kant, qui ont été les plus importantes au fil de l'histoire du sublime, de la notion. Bien, en ce qui concerne l'histoire du sublime, même si un acte de baptême n'est pas un acte de naissance, le sublime est indissociable de la figure de Langevin, qui au début du 1er siècle après Jésus-Christ, d'après les érudits, rédigea un traité intitulé Periupsus, le traité du sublime. Et la lecture de ce traité nous permet d'identifier une série de ce que Baldine Saint-Giron, l'une des grandes spécialistes du sublime, qualifie comme les signifiants du sublime. Eh bien, Langevin, dans son traité, formule ainsi ce que, à ses yeux, constituent les marques du sublime. Je vous lis la citation que vous avez ici et je me suis permis de tout simplement relever quelques éléments qui me semblent importants pour l'ensemble de mon raisonnement. Donc, je lis la citation. Ce n'est pas à la persuasion que le sublime mène l'auditeur, c'est-à-dire le sublime est une dynamique, un processus qui s'établit dans une certaine temporalité, mais au ravissement. Toujours et partout, l'admiration mêlée d'étonnement l'emporte sur ceux qui ne visent qu'à nous persuader et à nous plaire. L'action de la persuasion le plus souvent dépend de nous, il n'en est pas ainsi du sublime. Il confère au discours un pouvoir, une force irrésistible qui domine entièrement l'âme de l'auditeur. Quand le sublime vient éclater où il faut, c'est comme la foudre. Il disperse tout sur son passage et tout d'abord montre les forces de l'orateur concentrées ensemble. Bien. Déjà, dans cette citation, on identifie un certain nombre de ces signifiants du sublime. Et tout d'abord, Langevin, dans son traité, insiste sur le mouvement d'élévation. Et il nous dit « Notre âme, sous l'action du véritable sublime, s'élève en quelque sorte. » Et bien évidemment, l'un des termes le plus récurrent du traité, c'est « upsus », qui en grec, c'est un substantif qui veut dire « hauteur ». Ainsi, j'insiste sur le sublime mène l'auditeur, le sublime obéit en sens de la temporalité. Et en ce sens, de ce point de vue, l'un des termes clés, c'est kairos. Kairos en grec, de manière générale, on l'associe au temps des dieux, mais d'un point de vue technique, dans le cadre d'une analyse rhétorique, je m'appuie ici sur le travail du philologue allemand Heinrich Lausberg, dans son manuel de rhétorique littéraire, qui malheureusement n'est pas disponible en français, kairos renvoie à l'interstice dans le discours, l'intervalle dans les discours qui nécessite l'intervention de la rhétorique. C'est-à-dire, le kairos, aux yeux de Langevin, devient la condition de possibilité de l'expérience du sublime. Nous verrons après comment ce terme s'adapte parfaitement à notre analyse clinique. D'autres signes associés au sublime, deinos, ce qui est terrible, véhémence, et qui a une certaine... voilà, c'est un terme que Langevin reprend du traité de Démétrios, le traité du Style, où il insiste sur cette importance de la force et de la véhémence du discours, concentré dans des laps fulgurants. Puis nous avons aussi le terme éclexis. Éclexis, c'est le choc émotionnel induit par le discours. Et finalement, extasis. Alors, extasis, je me permets de faire une petite précision. Je m'appuie une fois de plus sur Stephen Halliwell, qui dans son essai Ecstasy and Truth in Ancient Greek Aesthetics, précise que extasis, dans le cadre du traité de Langevin, ne renvoie pas à cette expérience de perte de facultés cognitives. Tout au contraire, ce n'est pas du tout cette expérience chamanique où la raison se voit dépourvue d'une certaine présence. Au contraire, c'est une expérience où il y a un surcroît de rationalité. Et finalement, Langevin nous dit que le sublime est une expérience universelle. Et il nous dit, en un mot, adopte cette règle.
Une chose est véritablement sublime qui plaît toujours et à tous les hommes. Donc voilà pour la toute première des théories. Et pour Burke et Kant, ce sera très rapide. Alors Burke, dans un contexte qui est celui du transfert progressif qui s'est produit au cours du XVIIe siècle et puis vers l'entrée du XVIIIe siècle, c'est un transfert du sublime en tant que catégorie, terme de la rhétorique, vers l'esthétique. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte de voyageurs qui faisaient le grand tour pour découvrir les ruines en Italie, qui devaient traverser les Alpes et qui s'y trouvaient, qui étaient saisis par le sens de leur petitesse face aux montagnes. Et puis, à la fin de mon exposé, je vais revenir sur cette importance du paysage sur Tolkien aussi. Eh bien, Burke, dans ses cadres qui mènent le sublime vers l'empirisme anglais, nous dit que l'expérience du sublime est indissociable de ce qu'il appelle « delightful horror », c'est-à-dire une sorte de plaisir négatif. Et en plus, il ajoute, avec des échos qui semblent être du moins aristotéliciens, il nous dit que la sympathie joue un rôle prépondérant dans cette expérience. Et il nous dit, et je lis la citation, « Car on doit considérer la sympathie comme une sorte de substitution qui nous met à la place d'autrui et nous permet d'être affectés presque de la même manière. La sympathie peut ainsi anticiper par nature des passions, pathos, qui concernent la conservation de soi, et en procédant de la douleur, devenir une source de sublime. » Donc ces principes de conservation de soi, de danger de la part de la nature envers l'individu, envers le sujet, jouent aussi, dans le cadre de la théorie de Burke, un rôle prépondérant. Eh bien, Kant, quelques années plus tard, en 1990, lorsqu'il publie l'analytique du sublime dans la critique des facultés des jugés, fait la différence entre deux modalités du sublime qui, loin d'être incompatibles, sont au moins différentes, le sublime dynamique et le sublime mathématique. Et il reprend ce principe de conservation de soi que l'on trouve chez Burke. Par rapport à Kant, je vais lire très rapidement ces deux citations qui me semblent importantes. Le sentiment du sublime est un plaisir qui ne surgit qu'indirectement, c'est-à-dire qu'il est produit par le sentiment d'un arrêt momentané des forces vitales, immédiatement suivi par une effusion d'autant plus forte que celle-ci. Et finalement, l'esprit se sent ému lors de la représentation du sublime dans la nature, tandis que lors du jugement esthétique sur le beau dans la nature, il est dans un état de calme contemplation. Ces mouvements peuvent être comparés à un ébranlement. Bien, avec ce cadre général sur le sublime, entrons de plain-pied dans l'analyse filmique. Alors, voyons si... Est-ce qu'il y a du son? Super. Donc j'ai sélectionné les petits fragments qui me semblent s'harmoniser de manière assez nette avec certains passages de cette théorie du sublime. Donc dans les textes de Tolkien, ce que nous voyons aussi, c'est un éventail lexical qui renvoie à cette idée des dangers. Nous avons ombre de mort, mais le roi demeurait si immobile sur le dos de Snowman, il contemplait l'agonie des Minas Tirith, comme souvent frappé d'angoisse ou encore de terreur. Il parut rapétisser sous le poids de la vieillesse, Mary, pour sa part, sentit l'horreur. Eh bien, nous avons aussi, dans l'adaptation cinématographique, ces émotions présentes sur les visages des personnages, parmi lesquels Peter Jackson nous place pour justement nous insérer au centre de l'action. Eh bien, si l'on reprend ce que nous dit Burke, tout ce qui est propre à susciter de manière quelconque des idées de douleur ou des dangers, c'est-à-dire tout ce qui est d'une certaine manière terrible, tout ce qui traite d'objets terribles ou agit de façon analogue à la terreur, est source du sublime. Alors, j'insiste sur « est source du sublime » et c'est pas le sublime. Donc, on verra plus tard comment cela cristallise après dans mon analyse. C'est-à-dire capable de produire la plus forte émotion que l'esprit soit capable de ressentir. Donc on a déjà ce cadre de danger imminent. Il se passe quelque chose.
pour nous dire qu'il vient d'avoir un point d'inflexion. Eh bien, aussi dans le texte de Tolkien, nous avons il me semble que, alors je cite un peu de mémoire, mais Tolkien dit qu'il y a eu, dans la traduction française, un grand grondement, et puis un wind of hope, I think. Bon, la forme voûtée du roi se redressa tout à coup. Il parut de nouveau grand et fier. Et nous avons vu que, dans cette scène, Théoden, avec un silence, avec un geste, vient de nous dire qu'il vient de prendre une décision. Eh bien, Langin, lui aussi, dans son traité, évoque un passage de l'Odyssée qui, à ses yeux, constitue aussi un passage sublime. Et il nous dit que les silences d'Ajax dans la Nechia, et vous avez la phrase relevée en rouge, à ces degrés de grandeur auxquels nul mot ne peut attendre. Eh bien, dans quelle mesure ce silence d'Ajax est-il sublime? Eh bien, Ajax, par le biais de ces silences, décide de garder de préserver son sens de l'honneur, de ne pas passer par injure contre Ulysse, qu'il vient de rencontrer aux enfers. Donc il y a cette idée de geste noble, des noblesses, des grandeurs, qui est présente chez Théoden et chez Ajax. Et nous verrons au fur et à mesure de cette communication que ce rapprochement entre Ajax et Théoden va peu à peu se consolider. Continuons avec la scène. Arise! Arise, fighters of Théoden! Spears shall be shaken! Shields shall be splintered! A sword day! A red day! And the sun rises! Bien, dans cette séquence, Théoden commence à préparer la charge, et pour cela, il doit faire voir à ses cavaliers que la grandeur de leur action doit prévaloir sur les dangers qui se présentent devant eux. En ce sens, il insiste dans son bref mais véhément discours sur la promptitude de cette décision commune. Si la gloire est à attendre, c'est maintenant ou jamais. Et c'est ici où il me semble que l'on pourrait rapprocher ce moment précis avec le kairos auquel nous renvoie Langin, c'est-à-dire la condition des possibilités d'un geste admirable. Et nous voyons aussi que Tolkien dans sa narration, insiste sur cette idée de grandeur, de noblesse. Et il nous dit que le roi King Théoden, il parut de nouveau grand et fier. Et avec une voix plus claire qu'aucune voix de mortel, jamais entendue par tous ceux qui étaient là. Je dois aller un peu plus vite pour ne pas dépasser le temps. Eh bien, Langin, une fois de plus, nous dit que Homère a coutume d'entrer dans la grandeur des pairs avec ses héros. Une obscurité soudaine, une nuit insurmontable, arrête pour lui le combat des Grecs. À ce moment, Ajax, dans sa détresse, dit « Zeus, père des dieux, dit-il, ô toi, délivre de ce brouillard les fils des Achéens, fais le ciel serein, permets à leurs yeux de voir, mais à la lumière au moins fais-nous périr. » Voilà véritablement les sentiments d'un Ajax. Il ne demande pas la vie, requête trop basse pour un héros, mais comme dans des ténèbres impropres à l'action, sa valeur ne pouvait se déployer en vue d'aucun exploit. Pour cette raison, il s'indigne d'être inerte au combat et demande le jour au plus tôt, désiré de trouver, quoi qu'il arrive, une mort digne de sa vaillance. Dut-il avoir Zeus devant lui comme adversaire? Eh bien, ce passage de Langin me semble rejoindre de manière pratiquement diamétrale ce qu'avance aussi Honegger Thomas dans son article Their Hearing Anglo-Saxon on Horseback, an inquiry into Tolkien's use of sources. Et il nous dit Théoden does not undertake this hopeless last attack for the sake of posthumous fate, but from a deep-seated conviction that to fall in open battle is the only fitting end for a king of the Rohirrim. Donc, une fois de plus, ce rapprochement entre Théoden et Ajax comme des personnages sublimes. Mais est-ce que tous les signifiants du sublime s'arrêtent là? Pas du tout. Regardons une fois de plus la scène. Arise! Arise, fighters of Théoden! Spears shall be shaken! Shields shall be splintered! A sword day! A red day! And the sun rises! Si on suit le mouvement de la caméra,
point de vue purement esthétique, Kant nous dit que la vue joue un rôle prépondérant dans le sublime mathématique. Si nous regardons de près les mouvements de la caméra, on se rend compte du fait que c'est la toute première fois que l'on obtient une vision d'ensemble de l'armée de Rohan. Avec ce mouvement, qui en plus est ascensionnel, on se voit accompagné d'une musique qui amplifie son effet d'une manière formidable. Et on assiste au décalage entre notre capacité de conceptualisation et notre capacité d'appréhension visuelle. C'est précisément ce que nous dit Kant en analytique du sublime. Il nous dit l'évaluation des grandeurs par des concepts numériques est mathématique, mais celle qui s'opère dans la simple intuition est esthétique. Et il nous dit que cette observation suffit pour expliquer la stupeur, l'éclexis, le choc esthétique que cette espèce d'embarras qui, comme on le raconte, saisit le spectateur lorsqu'il pénètre pour la première fois dans l'église Saint-Pierre à Rome. Car il éprouve ici un sentiment de l'impuissance de son imagination à présenter l'idée dans tout. Et c'est d'ailleurs, si l'on pense par exemple au tableau de Friedrich, il n'y a pas de limite dans ces tableaux. Donc il y a cette idée de prétention à l'absolu, mais qu'on ne parvient jamais à voir en tant que telle. Et ça fait que notre imagination se trouve plongée dans une satisfaction émouvante. Continuons avec le visionnage de la scène. Lorsqu'on poursuit avec notre analyse, on constate que Théoden n'a pas dit son dernier mot. Il est conscient du fait que pas tous sont prêts ou semblent prêts à donner leur vie, ou au moins le doute ou la réticence semble planer chez certains. C'est d'ailleurs la réaction véhiculée aussi par Mary et par Eowyn. C'est précisément ce que l'on voit dans l'expression de ces deux personnages. Par conséquent, Théoden doit chercher à les enthousiasmer. Enthousiasme, en grec, on veut dire la présence de Dieu dans notre corps. Et par le biais d'un seul mot répété 3 fois, death, 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 Théoden parvient au résultat souhaité. L'esprit de tous s'enflamme et tous participent au dernier cri. La violence de la passion, au sens des pathos, fait son entrée. Et Kant, justement, nous dit que l'idée du bien, quand elle s'accompagne d'affect, se nomme enthousiasme. Cet état d'esprit semble sublime en tel degré qu'on le prétend communément et que sans lui, rien des grands ne peut être accompli. En tel état d'esprit est ce l'appelé noble, terme qu'on applique aussi par extension aux choses quand elles suscitent moins l'étonnement que l'admiration. Tout affect relevant du genre courageux, ce qui éveille en nous la conscience des forces qui nous permettent de vaincre toute résistance, est esthétiquement sublime. Et il me semble que on peut aisément trouver des échos de ceci dans la manière dont cet enthousiasme se partage de Théoden envers ses cavaliers. Ainsi, Burke nous dit que la voie propre à transmettre les affections d'un esprit à un autre est celle des mots. Et je me permettrai ici de faire une petite parenthèse pour commenter cette citation de Langevin, une fois de plus. Langevin nous dit que le sublime cache la figure. Et c'était... Langevin nous dit que lors de la lecture, on ne se rend pas compte de l'aspect technique qui est en train de sous-tendre la possibilité du fait esthétique. Et il nous dit, qu'est-ce qui cache la figure? C'est évidemment son éclat même. Il en est presque comme de ces lumières indécises qui disparaissent, baignées par le soleil. Les artifices de la rhétorique rentrent dans l'ombre quand la lumière les environne de tous les côtés. Donc nous avons ici, tout à la fin de cet extrait, la lumière justement qui envahit tout l'espace filmique. Et Langevin poursuit. Il a peut-être aussi dans la peinture quelques analogies. Dans un tableau, l'ombre et la lumière sont distribuées parallèlement sur le même plan. Et cependant, ce qui se présente à la vue, c'est la lumière. Et non seulement elle acquiert du relief,
mais il se montre beaucoup plus près de nous. Tu mènes dans les discours le pathétique et le sublime, plus rapproché de nous, grâce à une affinité naturelle à leur éclat, se présente toujours à nous, avant les figures. Et si on revient maintenant à la fin du discours de Théoden, death, death, death. Donc, on voit bien qu'il recourt ici à une métonymie, c'est-à-dire, il nous présente, alors je vais lire rapidement la définition des métonymies. C'est une figure dont la force vient de son pouvoir de condensation et qui évite un développement discursif. Quel est ce développement discursif? Eh bien, justement, le fait de mourir au combat est un geste de grandeur. Mais il ne le explicite pas, puisqu'on perdrait justement cet effet esthétique de condensation. Alors, et par rapport à l'universalité à laquelle l'engin nous fait référence, eh bien, lorsqu'on voit cet outil de YouTube, on voit qu'il y a un moment précis, un moment particulier de la scène, sur laquelle tout le monde semble s'accorder et que tout le monde veut révisionner. Eh bien, l'engin, une fois de plus, nous dit, adopte cette règle, une chose est véritablement sublime, qui plaît toujours et à tous les hommes. Donc il y a cette idée d'accord commun esthétique qui représente. Même lorsqu'on regarde uniquement la musique, comme d'Overshot. Bien, poursuivons. Est-ce qu'il y a encore d'autres signifiants du sublime? Eh bien, Tolkien, dans sa narration, nous dit que la sonnerie des corps du Rohan, en cette heure, fut comme un orage sur la plaine et un tonnerre dans les montagnes. En plus, dans l'analyse de The Music of the Lord of the Rings by Doug Adams nous dit que Rohan, au moment où Nature's Reclamation apparaît dans cette scène, Rohan devient une force de la nature. Et si l'on regarde, et voyons justement comment ça se cristallise dans la partie finale, qui est vraiment l'extasis, on est déjà hors de soi, on participe avec les Rohirrim dans cette charge. Donc, si nous reprenons cette idée de les Rohirrim comme force de la nature et on fait miroiter ceci avec, une fois de plus, les théories du sublime, nous voyons que Kant nous dit que des rochers audacieusement suspendus au-dessus de nous et faisant peser comme une menace des nuages orageux s'accumulant dans le ciel et s'avançant dans les éclairs et les coups de tonnerre. Les éclairs et les coups de tonnerre qui apparaissent aussi dans le texte de Tolkien. Des volcans dans toute leur puissance destructrice, des ouragans auxquels succède la dévastation, l'océan immense soulevé de fureur, la cascade gigantesque d'un fleuve puissant, réduisent notre pouvoir de résister à une petitesse insignifiante en comparaison de la force dont ces phénomènes font preuve. Et en plus, on voit bien que même au 1er siècle après Jésus-Christ, l'engin avait cette intuition de la nature en tant que véhicule de l'expérience du sublime. Et il nous dit, de la viande que par une sorte de penchant naturel, notre admiration par Zeus ne va pas aux petits fleuves, en dépit de leur transparence et de leur utilité, mais au Nil, au Danube ou au Rhin.
et bien plus encore à l'océan. Et il nous dit, ce volcan en éruption lance du fond des abîmes des pierres, des blocs entiers, de rochers, etc., etc. Donc il y a ce rapprochement, une fois de plus, entre les Rohirrim comme une force de la nature, c'est qui est bel et bien présent dans toute cette théorie du sublime. Et je vais me permettre de commencer ma conclusion avec une ouverture vers le texte de Tolkien. Et nous avons quelque chose de merveilleux qui est une lecture faite par Tolkien lui-même de ce passage. Et si l'on regarde de près comment l'élocution de Tolkien change au fur et à mesure qu'il lit le passage, on voit bien qu'il est lui-même contagié par cet enthousiasme qui véhicule le texte. Alors j'ai juste extrait le fragment où l'on voit cet enthousiasme de la part de Tolkien. The blowing of the horns of Rohan in that hour was like a storm of flame, and the thunder of the mountains, ride now, ride now, ride to Gondor. Suddenly the king cried to Snow-Rain, and the horse sprang away. Behind him his banner blew in the wind, white horse of a field of green, but he outpaced it. After him thundered the knights of his house, but he was ever before them. Elmer rode there, the white horse gave on his helm, floating his speed. On the front of the first arrowhead roared like a breaker flowing to the shore, but Theoden could not be overtaken. Fair he seemed, on the battle fury of his fathers ran like new fire in his veins. He was born upon Snow-Rain like a Gollivor, even as Oromir the Great in the battle of the Valar when the world was young. His golden shield was uncovered, and though it shone like an image of the sun, the grass flamed in green above the white feet of his steed. From morning came morning, the wind from the sea. The darkness was removed, and the hosts of Mordor wailed. Dans ce passage en particulier, on voit bien que Théoden subit une sorte d'apothéose à partir du moment où l'on voit que Esnomana le portait commandier de temps anciens. Eh bien, une fois de plus, le texte de Longin nous dit que Homère, quand il raconte les blessures des dieux, leurs querelles, leur vengeance, leurs larmes, leur emprisonnement dans les liens, leur passion de toutes sortes, ne paraît avoir, autant qu'il était en lui, des hommes qui furent aussi à l'étroit, faits des dieux. Donc, une fois de plus, ce rapprochement entre Ajax et Théoden. Un rapprochement qui devient d'autant plus légitime lorsqu'on revoit par exemple les travaux de Hamish Williams qui nous précise que Tolkien once declared, I was brought up in the classics and first discovered the sensation of literary pleasure in Homer. The precise works of oral literature Tolkien is referring to are the Iliad and the Odyssey. Tolkien certainly liked the Homeric poems, and he likely read them in the original Greek at both school and university. There are even some verbal references in Tolkien's published letters wherein he regards various peoples in his fictions as somehow Homeric, such as the Homeric horsemen of Rohan en route to Gondor to fight the battle of the Pelennor Fields. Et en plus, et je pousse un peu mon hypothèse, lorsqu'on regarde l'ouvrage Tolkien's Library, an Annotated Checklist, on voit bien que Tolkien, à un moment donné, a été en contact avec le texte des Longins et ceux de Burke. Donc voilà, je termine ma communication en insistant sur ces signifiants du sublime qui nous permettent de mieux saisir d'un point de vue herméneutique ce qui éveille en nous ces passions lors du visionnage du début de la bataille du champ de Pelennor. Merci beaucoup. Des questions? Une remarque sur effectivement ce passage extrait du troisième film de Peter Jackson. Il y a un élément, ça a été aussi pour moi primordial, c'est la lumière du soleil qu'il y a derrière, en opposition donc, à ce qui s'est passé juste avant dans cet extrait du film, où tout devient sombre, où tout devient sans espoir, avec un affrontement entre Gandalf et le roi sorcier dans l'arbre. Il y a le bâton de Gandalf qui vole en éclats, il n'y a plus d'espoir. La cité de Minas Tirith commence à être envahie, puis tout à coup, il y a cette histoire avec cette lumière d'un seul coup. C'est vraiment le lever du soleil, cette lumière qui donne encore plus d'émotion, je trouve.
Absolument, absolument. Et justement, c'est un symbole dans les films. Malheureusement, je ne pouvais pas concentrer absolument tous les éléments, puisqu'il y avait une telle richesse. Alors, au début, lorsque j'ai envoyé la proposition pour le colloque, j'avais prévu d'analyser l'ensemble de la bataille de Champ du Plénard. Mais au fur et à mesure que j'avançais avec mon analyse, j'ai dû écarter le reste, et même juste pour cette scène qui est relativement courte, vous voyez comment il y a cette condensation des signifiants, et bien évidemment la lumière joue un rôle absolument fondamental. Deux suggestions bibliographiques pour gagner du temps. Il y a une thèse d'Éline de Mathieu, elle a commencé, elle n'a pas terminé encore, mais sur le sublime et le spectaculaire chez Hal, Jackson et Lee. Et elle a en particulier publié un article intitulé Sublimes avalanches, la cruelle beauté de la montagne dans The Lord of the Rings. Ça pourrait vous gagner du temps. Et je pense qu'en comparaison, c'est un autre genre, mais la thèse est très intéressante. Gaspard Delon a travaillé sur les scènes de bataille rangées dans le cinéma hollywoodien 95-2011. Donc sur le formatage et le renouvellement d'une séquence stratégique, je cite Gaspard Delon. Par comparaison, ça pourrait être pertinent d'utiliser ça pour la version écrite. Merci beaucoup pour ces références. Si vous m'accordez la possibilité, je reviendrai vers vous pour bien les noter juste après. Mais je vous en remercie très chaleureusement. Merci. Olivier, tu as une question? Non, du coup, oui, merci. Merci. Déjà, moi, je pense que j'avais 8-9 ans aussi. Voilà. Je pense que j'ai pleuré aussi dans la salle. Donc, je me demande, tu fais une distinction entre le sublime et un autre sentiment esthétique qui serait le sentiment épique. Parce que généralement, on parle de sublime, et quand, même si on prend l'exemple de la basilique Saint-Pierre, on parle de sublime pour qualifier la confrontation entre l'être humain et la nature, qui dépasse immensément ce qu'il peut en appréhender. Et pour le cours de l'histoire humaine, on parlera plutôt d'épopée. Alors, est-ce que c'est une distinction que tu as croisée, que tu voudrais faire ou pas? Alors, le sujet de ma recherche s'intéresse plutôt au sublime d'un point de vue phénoménologique, au sens premier du terme, en tant que phénomène de l'esthétique. Là, tout de suite, je crains ne pas être en mesure de vous donner une réponse précise. Donc, avant d'avancer quoi que ce soit, je préfère rester prudent. Il pourrait y avoir un lien, mais pour l'instant, je ne suis pas en mesure de dire oui, il y a une corrélation directe, il y a une similitude totale. Donc, je préfère plutôt rester prudent, mais merci beaucoup en tout cas pour la question aussi. Je la note afin d'explorer cette perspective. Merci. Merci beaucoup pour la présentation, et qui m'a réveillé non seulement bien entendu au film de Peter Jackson qui est très bien fait dans cette scène-là, mais aussi bien entendu au merveilleux texte de Tolkien lui-même, et qui montre comment il avait lu Longin, puisque c'était dans sa bibliothèque, et il en avait fait usage, et il l'avait utilisé à plusieurs reprises. À Oxenwood, qui est la réunion annuelle de la Tolkien Society à Oxford en septembre tous les ans, j'organise ce qu'on appelle un Teleread Circle, c'est-à-dire un rassemblement de personnes qui vont lire des extraits de Tolkien depuis 1997. Et l'un des extraits les plus lus, année après année, c'est toujours cette section. Quand les gens ne veulent pas lire le chapitre tout entier, il prend toute la longueur qui est inutile. Et donc c'est la section qui revient. Et le deuxième qui revient, c'est la chute, les derniers éléments de la chute de Númenor, après cette accumulation de tout ce qui arrive en Númenor. And last of all, the mountain wave, green and cold and plumed with gold, took to its bosom Miriel, the queen, fairer than silver or ivory or pearl. Et c'est le deuxième extrait, les deux extraits qui reviennent année après année par des tas de gens différents. Ça, c'est vraiment... Et pour eux, ils sont touchés, et moi aussi, ça me touche, parce que c'est très difficile de dire ça sans se sentir affecté. C'est contagieux, effectivement. Ah bon, c'est plus une réaction qu'une question. J'ai repris la scène parce que je me disais, ah oui, le jour se lève vraiment, on n'est pas justement dans le noir et la fumée, donc le jour se lève vraiment. Et en fait, le mort à la ruine et à la fin du monde, en fait, c'est pas Théoden qui le dit, c'est Éomer quand il s'aperçoit que sa sœur est vraisemblablement morte. Et Peter Jackson a la très très bonne idée de placer ça dans la bouche de Théoden,
ça aurait été, comme il a géré sa scène, ça aurait été bizarre de le faire dire à Homer, puisqu'on voit à peine ce qui se passe une fois qu'Éowyn a tué le Nazgûl. Donc je lui donne un pouce et je dis que cela est bon. Oui, effectivement, il y a cette dynamique de concentration. Et je pense que dans cette adaptation, il y a eu cette idée de se concentrer tous ces éléments dans la figure de Théoden. Oui, sauf que je n'osais pas parler des Homer parce que j'ai encore oublié de dire du mal de Peter Jackson. Dans le texte de Tolkien, si on lit la scène, et Homer commet une erreur, donc il se méprend sur la mort d'Éowyn, et ça déclenche en lui a fey mood, dit le texte anglais, c'est une fey mood. Et en fait, il se met à être une sorte de berserk, et il va être tué au moment où la raison lui revient. Donc ça montre à quel point la frénésie guerrière est destructrice. Là, il y a une exaltation du combat chez Peter Jackson qui a encore fait des choix scénaristiques discutables. Mais ça transforme une mise en scène qui ramène Homer du côté de Beowulf et perdre la tête. Ça le transforme en une exaltation héroïque. Donc ça m'énerve un peu. Le noble esprit l'affection. Pour Thomas Honegger, c'est plutôt positif quand Homer se met à crier comme ça.